nouvelle vidéo React. Ces derniers jours, vous avez été nombreux et nombreuses à me faire remarquer sur les réseaux sociaux que oui, en effet, je ne suis plus toute seule à faire des vidéos React en rapport avec le comportement alimentaire, et puis moi je trouve que c'est pas plus mal, ça vous permet au moins d'avoir différents avis sur le sujet et sur différentes vidéos qui peuvent pulluler sur la toile. Mais du coup, suite à ça, vous m'avez demandé de faire une vidéo React sur Eliane C. Et je me suis dit que ça changerait un petit peu et que ça allait aussi un peu plus m'amuser de faire une vidéo React sur Eliane C qui elle-même est en train de faire une vidéo React. Ouais, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux et je pense que je vais galérer pour pouvoir écrire le titre et que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc la vidéo sur laquelle j'ai décidé de réagir, c'est la vidéo d'Eliane qui est en train de réagir sur la vidéo de Je ne suis pas jolie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo? Bah tout simplement parce que à la base, j'avais envie de faire une vidéo React sur Je ne suis pas jolie. Je me suis rendu compte en cours de route que Eliane avait déjà fait une vidéo React sur le sujet, donc j'avais pas forcément envie de refaire la même vidéo. Donc là, vu que vous m'avez demandé de faire une vidéo sur Eliane, que j'avais envie en même temps de faire celle sur Je ne suis pas jolie, je me suis dit qu'on allait mêler les deux, et puis comme ça allait faire deux analyses pour une, en sachant bien évidemment que je vais pas... Le but c'est pas forcément de répéter exactement la même chose que Eliane si jamais je suis d'accord avec elle, mais de pouvoir éventuellement dire quand je suis pas d'accord, dire quand je suis d'accord, et puis éventuellement faire un complément d'information s'il y a besoin de faire un complément d'information, s'il y a des choses qui me viennent en tête. Donc j'espère honnêtement que cette vidéo va pas être trop chiante pour vous si vous avez déjà vu la vidéo de Je ne suis pas jolie, que vous avez déjà vu la vidéo d'Eliane C. Bien entendu, je ne vais pas passer toute la vidéo parce que celle d'Eliane dure 46 minutes et que voilà, si moi je continue à passer toute la vidéo en entier, plus moi les commentaires que je vais faire, il y en a pour 1 heure, voire plus d'1 heure. Donc comme d'habitude, je vais bien entendu couper la vidéo et je vous passerai les extraits qui sont selon moi les plus intéressants et les extraits sur lesquels je vais réagir quoi. J'ai parlé un peu trop vite. Donc cette analyse est bien entendu reposée sur les connaissances que j'ai actuellement sur le comportement alimentaire et comme d'habitude, petit et disclaimer, je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste formée au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. J'ai moi-même pu expérimenter des rééquilibrages alimentaires qui ont fait que j'ai fini par tomber dans un trouble du comportement alimentaire et sur le long terme, à prendre du poids. Donc bien entendu, l'avis que je donnais lors de cette vidéo React ne concerne que moi, il a un rapport avec mon expérience personnelle et professionnelle. Et maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir commencer. Je voulais faire cette vidéo sous ce format-là parce que je ne suis pas un régime. Je n'ai pas une méthode, j'ai pas une recette miracle, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Je vais me faire un petit thé. D'ailleurs, je vais pause et ça me fait penser qu'il faut que je prenne mon thé aussi. Le matin, je ne petit déjeune pas, sauf le week-end, puisque je pratique le jeûne intermittent du repas du soir, enfin de la fin du repas du soir, vu qu'on dîne assez tôt avec Gaspard. Il y a beaucoup de croyances qui disent que voilà, le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important, qu'il faut beaucoup manger, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'en se renseignant, il y a beaucoup de fausses croyances et qu'il faut surtout s'écouter et que si ça nous convient, tant mieux. Moi personnellement, le petit déjeuner n'a jamais été un repas indispensable et vraiment avec ce nouveau mode de fonctionnement, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, je ressens pas forcément le besoin de manger le matin. Par contre, je ressens le besoin de boire et de beaucoup boire. Donc soit je me fais un grand thé sans sucre, soit vous verrez, je me fais des eaux infusées parce que ça m'aide à boire davantage. Que là, comme on est en semaine, j'ai pas mangé depuis hier et ça me convient très bien. J'adore. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'elle commence la vidéo en disant « Attention, je ne fais pas de régime ». Donc a priori, elle ne suit pas de règles précises, elle fait pas de régime drastique, en tout cas c'est ce que je comprends. Et je dis que c'est intéressant parce que je pense que c'est le truc qu'on voit le plus chez les gens qui mettent en place des choses pour perdre du poids. Il y a vraiment l'accent qui est mis sur le fait que je ne fais pas un régime, simplement parce que les régimes aujourd'hui c'est un peu has-been. Enfin, en tout cas, on sait que les effets sur la santé, sur l'effet yo-yo sont assez néfastes. On sait que ça fonctionne pas. Et du coup, aujourd'hui, on verra assez peu de personnes faire officiellement, en tout cas, des régimes. Après, elle dit que là, donc, elle pratique le jeûne intermittent parce que, voilà, elle n'a pas faim le matin. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de se mettre dans cette case de jeûne intermittent si on n'a pas faim le matin? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas le matin depuis des années. Pour autant, ils ne disent pas pratiquer le jeûne intermittent. Faire le jeûne intermittent, ça veut quand même dire répondre à certaines règles, à certaines plages horaires où on ne mange pas. Et ça veut dire le respecter au quotidien, tous les jours. Et du coup, on s'impose malgré tout certaines règles. Et
à partir du moment où on s'impose un cadre, on se rapproche quand même pas mal de la notion de régime. Je suis totalement d'accord avec ce que Eliane est en train de dire là. C'est vrai que cette histoire de régime, surtout sur les vidéos YouTube, et c'est aussi pour ça que je fais les vidéos React, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte ce qui est bon à prendre et ce qui n'est pas bon à prendre, pouvoir aussi, comme elle disait, prendre du recul un petit peu sur cette vidéo-là. En fait, le fait qu'elle dise qu'elle ne fait pas de régime, comme la plupart des autres personnes qui font ce genre de vidéos et qui disent que voilà, ils perdent du poids sans faire de régime, ou qu'ils ont voilà, une nouvelle façon de faire sans régime, ça évoque aussi le fait qu'il n'y a pas de notion d'effort, que tout ce qui est mis en place est fait de manière naturelle, sans effort, sans contrôle. Et du coup, c'est pour ça que on n'emploie plus le mot régime, parce qu'on sait qu'avec un régime, ça implique du contrôle, ça implique de l'effort, et que le plus souvent sur le long terme, c'est voué à l'échec. Ensuite, pour cette histoire de jeûne intermittent, je suis d'accord avec Eliane sur le fait que j'en ai ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol, qu'on mette des gens dans des cases. J'en parlais avec une patiente hier, qui disait que, pareil, c'est des personnes de son entourage avaient besoin de la mettre dans une case, et je trouve ça aberrant en fait, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour son mode alimentaire, que ce soit pour notre façon de nous alimenter en règle générale. Enfin bref, par exemple, une personne qui va rarement manger de la viande, on va lui demander « mais est-ce que t'es végétarienne ?» je ne suis pas forcément végétarienne. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un mot? Alors on emploie le mot flexitarien, végétarien, vegan, enfin juste... est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre des gens dans des cases? Pour le jeûne intermittent, c'est exactement la même chose, et Eliane dit qu'on se rapproche du régime. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est un régime. Voilà, c'est une affirmation pour moi. C'est pas on s'en rapproche, c'est on est dans un régime. Et là, c'est vrai que c'est dommage. Je pense que Léa aurait dû simplement dire que elle n'a pas mangé le matin parce qu'elle n'a pas faim et qu'elle écoute son corps, et que du coup, c'est pour ça qu'elle ne mange pas. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je me suis levée, et j'ai pas ressenti de sensation de faim, ou une petite faim où je me suis dit que clairement je pouvais attendre encore quelques heures. Je me suis fait une infusion, un thé, parce que du coup j'avais envie de m'hydrater et de me faire un petit instant cocooning, parce que voilà, aujourd'hui c'est une journée un peu relax, je me fais pas tout le temps des infusions, mais aujourd'hui j'avais envie, et vu que je suis à l'écoute de mon corps, si mon corps me demande de m'hydrater, je m'hydrate. On a pris la décision de diminuer les glucides. On n'a pas arrêté les glucides, on a diminué les glucides. Vous allez le voir dans la semaine, si vous faites le calcul, moi je ne fais jamais le calcul des macros, des trucs, ça m'intéresse pas. Je m'écoute, et surtout, voilà, je suis pas du tout dans la psychose de savoir exactement le nombre de trucs que j'ingère, etc. Je trouve que c'est assez malsain. Ok, donc là, au niveau des glucides, il y a quand même une volonté de réduire considérablement les glucides. J'aimerais juste insister sur le fait que quand on fait un régime, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de manger certains aliments ou certains types d'aliments. Un régime, ça a toujours été réduire certains groupes d'aliments, en favoriser d'autres. Voilà, après il y a plein de types de régimes différents, donc les catégories d'aliments concernés sont assez différentes. Mais là, quand elle dit qu'elle va réduire considérablement les glucides, ça me paraît quand même être une règle assez importante, étant donné que les glucides, ça représente quand même pratiquement la moitié de notre alimentation, et que notre corps en a besoin pour fonctionner. Donc j'avoue que je suis un peu sceptique sur cette idée de je ne fais pas un régime. Je pense que ce que Léa veut dire quand elle dit du coup qu'elle ne fait pas de régime, je pense qu'elle veut plus axer du coup son discours sur le rééquilibrage alimentaire. Et d'ailleurs c'était dans le titre d'Eliane, rééquilibrage alimentaire. Il y a des gens qui font cette distinction entre régime et rééquilibrage alimentaire, qui disent non mais moi je fais pas de régime, je veux pas faire de régime, par contre je veux bien rééquilibrer mon alimentation. Ok, alors qu'on soit bien d'accord, un rééquilibrage alimentaire, le mot paraît plutôt sympathique par rapport au régime, mais un rééquilibrage alimentaire est un régime qui a juste changé de nom. C'est-à-dire que dans un rééquilibrage alimentaire et dans un régime, il y a des règles à respecter au niveau de l'alimentation, il y a des aliments qu'on va éviter, d'autres qu'on va privilégier, il y a des quantités qui vont être remaniées en fonction de ce qui est bon et ce qui est moins bon apparemment pour notre corps. Voilà, donc je vois pas pourquoi il y aurait à incriminer le sucre plus que le reste, en sachant que les glucides, comme disait Eliane, c'est important aussi pour notre corps, en sachant que notre cerveau il est glucodépendant et nos globules rouges aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin que du sucre pour fonctionner. Donc en réduisant un petit peu le sucre, on risque un petit peu aussi d'être
au ralenti, et de toute façon le corps à un moment donné, si on arrête le sucre, il va rappeler le sucre parce qu'il en a besoin, et c'est souvent ça qui peut du coup causer par la suite des compulsions ou des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on essaye de réduire quelque chose en contrôlant et pas en laissant écouter notre corps et juste laisser guider par les envies qu'on peut avoir. Parfois on va avoir envie de manger des pâtes peut-être sur plusieurs repas, peut-être sur plusieurs jours, et puis il y a des jours où on va avoir envie de manger que des légumes. Le gras et le bon gras. J'ai arrêté tout ce qui était huile de tournesol, ce genre de trucs, et je me suis concentrée sur le bon gras, le gras des avocats, le gras de l'huile d'olive. Quand je prenais de la crème fraîche, j'arrêtais de prendre des trucs allégés de je sais pas quoi. Si j'avais envie de crème fraîche, je prenais de la crème fraîche entière. Je prends du fromage chez mon fromager, du beurre chez mon fromager. J'ai privilégié les bons gras, et j'ai également recommencé à manger de la viande. Je vous en ai parlé rapidement, je vais pas rentrer dans tous les détails, ça faisait un moment que j'en mangeais plus. Je vous en ai parlé un peu juste avant, mais donc je jeûne semaine, et le week-end je mange un petit déj assez copieux, j'aime bien parce que je le prends un peu tardivement. Voilà, le week-end c'est différent. Ok, donc là ce que je constate, c'est qu'elle fait une espèce de rééquilibrage alimentaire, pas trop celui qu'on voit actuellement, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les glucides sont assez valorisés, enfin pas le sucre, hein, mais les glucides, genre les pâtes complètes, les trucs comme ça, et sont moins diabolisés, donc là ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça me fait un peu penser au régime alimentaire qu'on me proposait plutôt il y a quelques années, où on faisait un régime a priori hypocalorique, je vais voir ce que ça donne, mais hypocalorique avec moins de glucides, plus de protéines, parce qu'elle mange de la viande, du poisson, du fromage, et avec du gras, où on encourage le gras, là où encore avant le gras était plutôt très diabolisé. Donc en tout cas pour moi là, sa description, ça répond parfaitement aux critères des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, c'est pareil, qu'on conseillait il y a, je sais pas, il y a quelques années quoi. Ah oui, et du coup là elle dit qu'elle fait le jeûne intermittent mais que la semaine et pas le week-end. Donc c'est intéressant parce que elle ajoute de la flexibilité dans son jeûne. Donc je pense que ça donne l'impression d'avoir un truc assez flexible, assez adapté à soi. Il n'empêche que voilà, quand on a dans sa tête, ok, je ne mange pas le matin toute la semaine, mais le week-end je mange, on reste quand même dans une certaine structure à respecter, et la question se pose vite en général sur les vacances, sur les week-ends de 3 jours. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que cette situation où on se dit ok, je mange, ok, je fais un jeûne la semaine et pas le week-end, ça nous crée un certain cadre qui va nous amener à nous poser des questions le jour où ce cadre ne pourra plus être respecté, ou quand notre situation va évoluer. Depuis le départ, elle parle de bon sucre, mauvais sucre. Là, je parle de Léa. Bon sucre, mauvais sucre, bon gras, mauvais gras. Il faut arrêter avec cette histoire de bon nutriment, mauvais nutriment. Un nutriment est un nutriment. Il faut arrêter vraiment d'incriminer certains nutriments, en sachant que de toute façon, à partir du moment où on écoute son corps, notre corps va nous envoyer vers des nutriments dont il a besoin. À partir du moment où le nutriment va être utilisé par notre corps, il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais. Et à partir du moment où on écoute notre corps, on va apporter un certain nombre de calories, donc de nutriments, parce que c'est les nutriments qui apportent des calories, et ça ne sera pas responsable d'une prise de poids, et ça ne sera pas non plus responsable du coup de maladie. L'autre chose, c'est que du coup, en effet, là, le fait qu'elle parle de jeûne intermittent la semaine et de pas de jeûne intermittent le week-end, du coup là, ça me laisse dire que finalement, j'avais l'impression que c'était plus un non qu'elle disait pour pouvoir dire qu'elle s'écoutait et que si elle n'avait pas faim le matin, elle ne mangeait pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que la semaine, le matin, elle n'a pas faim, et pourquoi est-ce que là, elle mange le matin, le week-end? Est-ce que ça signifie que du coup, elle s'écoute la semaine, et le week-end, du coup, elle s'écoute plus du tout et elle prend quand même son petit-déj? Ou est-ce que ça signifie que toute la semaine, en fait, elle ne s'écoute pas et elle va à l'encontre de ce que son corps lui dit pour pouvoir faire un jeûne intermittent, et que la semaine, elle s'écoute réellement en mangeant quand elle a faim? Du coup, là, je suis un petit peu perdue. Je sais pas vraiment si elle est vraiment à l'écoute de soi ou si elle s'est juste mise dans un cadre, comme dit Eliane, de sorte de mélange de rééquilibrage alimentaire, régime hypocalorique, jeûne intermittent, voilà, elle va faire un petit schmilblick de tout. Mais du coup, ça me fait vraiment penser à cette histoire de se dire, là, la semaine, je suis au régime, et puis le week-end, c'est cheat meal. Depuis fin octobre, j'ai perdu 13
kilos, voilà. Et sur ma balance, qui est une balance à impédance mètre, j'ai perdu de la masse graisseuse et j'ai gagné de la masse musculaire. Alors que je ne fais pas de sport et que j'ai jamais mangé aussi gras, même si, vous allez voir, hein, je mange pas gras, c'est juste que je mets de l'huile d'olive dans mes légumes, je me prive pas d'un bon avocat, quand j'ai envie de fromage, je mange du fromage, et ça a changé ma vie parce que c'est des trucs que j'aime. Moi je suis très team salé, donc c'est rigolo de voir qu'elle dit qu'elle est très team salé alors qu'elle commence la vidéo en disant qu'elle a un problème avec le sucre. Gros point faible, c'était le sucre. Donc quand les gens disent qu'ils ont un problème avec le sucre, a priori c'est qu'ils ont des cravings pour le sucre, des envies fortes de manger du sucre. Et c'est marrant de se dire que malgré ces envies fortes de sucre, elle se considère plutôt de la team salée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu finalement. En fait, c'est comme si ces envies de sucre, elles faisaient pas partie de nos préférences, de nos réelles envies, mais que c'était voilà, dû à une addiction, un truc qu'on devrait pas avoir et du coup qui ne compte pas dans nos préférences alimentaires. En dehors de ces envies urgentes de sucre, bah voilà, on se rend compte qu'on aime beaucoup le salé, donc on est team salé. En fait, ce qui me questionne, c'est que là, elle a l'air de dire que c'est les glucides qui font grossir, parce que malgré le fait qu'elle mange beaucoup de gras, ben, elle arrive quand même à perdre du poids. Alors que je pense qu'en réalité, c'est simplement qu'elle mange moins en termes de quantité. Par rapport à ce qu'a dit Eliane sur l'addiction au sucre, je vous ai fait, je vais la mettre ici, la vidéo pour l'addiction au sucre. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. J'ai juste diminué les glucides, je ne les ai pas arrêtés. Je mange encore des trucs sucrés, comme par exemple du chocolat noir. J'adore le chocolat noir, j'en mange presque tous les jours. Je mange pas un carré de Kinder, je mange un carré de chocolat noir, minimum 70%. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment tu fais pour plus manger de pâtes? C'est très simple, tu n'en achètes plus et tu n'en manges plus. Et tu te portes très bien, voilà les petits gnougnous. C'est intéressant de balayer cette question-là comme ça, comme si c'était aussi simple. Parce que je pense que n'importe qui a déjà mis en place un régime alimentaire, un rééquilibrage alimentaire, s'est déjà dit, bon bah c'est très simple, je vais enlever ça de mon alimentation, je ne vais pas l'acheter. Mais quand il s'agit d'un aliment qui fait quand même partie intégrante de l'alimentation de la plupart des gens dans le monde, c'est assez normal de se poser la question. Et en tout cas, quand elle dit qu'elle mange quand même des glucides, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle mange des glucides, genre du chocolat, mais pas du tout de glucides qui viendraient des féculents. Donc ça veut dire qu'elle a complètement enlevé les féculents de son alimentation. Et je rajouterais que là, le fait qu'elle précise qu'elle mange du chocolat noir 70% et pas un carré de Kinder, on est bien dans le régime. Vous êtes tellement nombreux à me dire que vous prenez des carrés de chocolat noir 70% ou plus, hein. Mais en règle générale, quand je vous pose la question à savoir, oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez eu envie de manger si tout avait été disponible et si rien ne faisait grossir par rapport à vos croyances? Est-ce que vous seriez plus attiré par le chocolat noir 70% ou par un autre chocolat, genre type chocolat au lait, Kinder, Ferrero Rocher, ce genre de choses? Vous êtes quand même une bonne majorité à me dire que vous ne prendriez pas le chocolat noir 70%, même si parmi vous, il y en a quand même qui le prennent parce qu'ils adorent ça, ce qui n'est clairement pas mon cas. Si vous avez déjà mis en place des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, je pense que vous reconnaissez un petit peu cette phase où vous êtes en pleine perte de poids, où ça fonctionne, et du coup tout va bien et vous voyez pas du tout le problème. Malheureusement, la seule manière de voir le problème, c'est quelques mois, voire quelques années après, quand on n'arrive plus à mettre ça en place au quotidien, quand on reprend les kilos perdus, je sais pas, simplement parce que notre situation elle a un peu changé, parce qu'on a réintégré les glucides. Bref, peu importe la raison, en général c'est malheureusement qu'à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait on était dans le contrôle et que c'était pas si sain que ça de mettre en place toutes ces restrictions. Là aujourd'hui on va faire du thon, donc j'ai prévu de mettre salade, thon, faire une sauce à la mayonnaise épicée, enfin la mayonnaise sans sucre vérifiée parce qu'il y en a partout, la mayonnaise sans sucre et je rajoute des épices, donc du paprika, du cumin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, j'adore, concombre, carottes, je mets un petit peu de fromage, là j'ai du comté de chez le fromager et je vais piler quelques petites cacahuètes par dessus pour le côté croquant. Je vous ai pas montré le beau gâteau qui est ressorti du four, qui est hyper bon et là du coup c'est un peu le moment du
du petit snack de l'après-midi. Dans une petite assiette avec quelques frais, on mange indien. Ça c'est du poulet korma, et ça c'est de la purée d'aubergine. Donc voilà. Donc ouais, ça confirme un petit peu ce que j'avais compris. Elle mange a priori pas du tout de glucides, donc à part le chocolat. En fait, c'est pas parce que ce qu'on mange est bon qu'on n'est pas dans la privation. Souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire non, mais moi je me prive pas parce que je mange que des trucs que j'aime bien. Non, se priver, ça veut dire rejeter une catégorie d'aliments ou en tout cas limiter fortement une catégorie d'aliments. Alors que c'est quelque chose qui faisait partie de notre quotidien avant. Et oui, le seul glucide en effet qu'elle va mettre, ça va être du coup les cacahuètes dans la salade, mais clairement des cacahuètes dans la salade, c'est pas ce qui fait office de glucides pour que le corps puisse tenir comme il est censé tenir. Donc on peut bien confirmer qu'elle est même pas dans un rééquilibrage alimentaire, hein. Elle est dans un bon régime. Midi repas très simple mais très efficace. Petite poêlée de légumes verts à l'huile d'olive. Donc on a petits pois, chou romanesco, haricots verts et haricots plats avec un pavé de saumon. Et il y a un petit guacamole parce qu'il y a des avocats qu'on devait passer. Donc, il est 16h30, c'est l'heure de mon petit encas. Je me suis fait des radis avec du beurre salé, genre des petits bouts de beurre salé, j'adore, j'ai tout le temps ça dans le frigo. Trop bien à avoir, voilà, quand vous avez une petite faim, moi j'adore manger salé. Gros point faible, c'était le sucre. Je grignote ça pendant que je bosse. C'est le soir, encore un repas très simple et efficace. Petites asperges, ma passion, revenue dans du beurre, avec des aiguillettes de poulet. Je vais me faire une petite vinaigrette par-dessus pour mettre sur les asperges, huile d'olive, vinaigre balsamique. J'avoue que ça me fait un peu peur au niveau des quantités. Je sais pas combien ça fait en termes de calories, mais je pense que ça ne fait pas beaucoup. Et du coup, ça revient un petit peu sur ce que je disais en début de vidéo. En fait, le danger avec le fait de mettre de côté complètement une partie d'aliments ou de réduire fortement, là en l'occurrence les glucides, c'est qu'en fait on mange beaucoup moins. Et là honnêtement, sur ces besoins en termes de calories, ces besoins journaliers, ça me paraît assez léger. Moi, je me suis fait la même réflexion que Eliane au sujet des quantités quand j'ai vu, pas forcément le premier jour, mais l'accumulation en fait de ce qu'elle a montré là. Je me dis que clairement, du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'elle a perdu autant de poids en si peu de temps. En fait, tout simplement, elle a réduit pratiquement de moitié ce qu'une personne lambda est censée avoir en énergie. Donc en partant de ce principe-là, on ne peut que perdre du poids. À un moment donné, ça va péter. C'est indéniable, ça va péter quoi qu'il arrive. Et comme disait Liane, si vous avez déjà suivi ce genre de régime, que vous avez déjà mis en place des rééquilibrages alimentaires ou ce genre de choses, vous savez très bien que sur le long terme, c'est pas tenable. Soit, entre-temps là, elle a déjà eu du coup des craquages, et je sais pas si elle va en parler ou pas dans la vidéo, mais en règle générale, quand on est dans cette démarche-là de perte de poids et qu'en plus on fait une vidéo dans ce style-là, on parle rarement des moments où il y a des craquages, où il y a des compulsions, où on met un petit peu de côté ce qu'on avait entrepris. Là c'est le matin, du coup pas de petit déjeuner comme d'habitude, sauf le week-end. Demain je vous donnerai une recette et dimanche aussi. Du coup là... En fait je trouve ça assez bizarre de voir ça là de l'extérieur, parce que je sais très bien que quand on est dedans, on est persuadé que c'est quelque chose qui nous convient et qu'on n'a réellement pas faim le matin la semaine, mais le week-end oui. Et vraiment, le problème, c'est pas du tout de ne pas manger le matin, parce que vous avez complètement le droit de ne pas avoir faim le matin. En revanche, c'est vraiment cette idée de ne pas avoir le droit, entre guillemets, de manger le matin. De se dire d'office, je ne mange pas le matin, parce qu'à un moment donné, j'ai constaté que j'avais pas très faim le matin, donc hop, ça y est, je rentre dans une règle de je ne mange pas le matin. En fait, ce qui est assez improbable, parce qu'on n'a pas des journées identiques, autant physiquement que émotionnellement, et donc forcément nos besoins au quotidien et notre faim, elles varient énormément, et on peut très bien ne pas avoir faim le matin certains jours et avoir faim le matin d'autres jours. Et si on est vraiment dans une optique d'écouter son corps, ben on va plutôt choisir d'écouter son corps au jour le jour plutôt que de rentrer dans ce cadre de ah bah je constate que j'ai pas faim le matin, donc hop, je vais plus jamais manger le matin la semaine. Il y a des fois la veille où vous allez manger plus que d'habitude, d'autres moins que d'habitude, et ça du coup ça joue sur votre faim sur le prochain repas. Et là du coup actuellement, par exemple là aujourd'hui quand je me suis levée, j'ai pas ressenti de sensation de faim. Là il est actuellement 12h14, je commence à rentrer dans la moyenne faim. Et hier à l'inverse, quand je me suis levée à
je me suis réveillée à 4 heures, mais quand je me suis levée, il était 8 heures du matin, j'ai eu une faim, mais une faim comme si on était midi. Et bah du coup, je me suis mangé mon petit déjeuner, j'ai pris ce qui me faisait envie. En fait, quand on apprend à écouter son corps, il n'y a aucune journée qui se ressemble. On peut pas. C'est pour ça qu'on peut pas faire de menu avec des quantités à respecter parce que on peut pas savoir à l'avance ce dont notre corps va avoir besoin. En règle générale, vu que la semaine on est un petit peu plus actif parce qu'on va au travail, on ressent un peu plus cette sensation de faim le matin, et le week-end, à l'inverse, on a moins cette sensation de faim parce que on est moins actif. Après voilà, il y a toujours des exceptions, et là vous avez pu, je pense, vous en rendre compte avec le confinement, du fait d'avoir moins d'activité et de moins vous bouger, bah du coup vous avez aussi un peu moins faim par rapport à d'habitude. Donc là j'ai les asperges d'hier que je vais manger comme ça un peu en entrée apéro avec de la vinaigrette. Toujours mes petits radis avec mon beurre salé. Généralement on mange ça avec du tarama ou vous savez des petits trucs à tremper comme ça. Ça c'est un peu notre recette cheat meal. Perso on mange pas ça tous les jours, mais avec le chou-fleur ça rend la chose un peu plus digeste comparé au mac and cheese classique. Et voilà ce que ça donne. Encore une fois, cette notion de cheat meal, c'est quand même le reflet d'une certaine diabolisation de la nourriture. Ça veut pas dire qu'on rejette complètement les aliments, ça veut juste dire qu'on estime qu'il y a des aliments qui sont bien et des aliments qui sont mauvais. Ça veut dire qu'on met certains aliments sur un piédestal et qu'on estime faire les choses mieux ou moins bien en fonction de ce qu'on a mangé. Et cette diabolisation, elle pose un problème parce qu'elle a une conséquence directe sur nos comportements alimentaires. Me permet de rebondir par rapport à cette histoire de aliments bons, aliments pas bons. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps, du coup je vous la mets là. Aujourd'hui, écouter son corps, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode, tout le monde en parle. Toutes les personnes qui proposent des rééquilibrages alimentaires insistent vraiment sur le fait d'écouter son corps parce que les gens ont compris que les régimes c'était pas bon, que c'était néfaste, que ça marchait pas. J'ai pu rencontrer d'autres collègues diètes pour leur expliquer un petit peu comment je travaillais, pour voir un petit peu comment elles travaillent aussi. Et je suis tombée sur quelques-unes de mes collègues qui disaient oui, moi aussi je prône l'alimentation intuitive, je leur apprends à écouter leur corps. Et du coup je leur demandais si elles donnaient un rééquilibrage ou des régimes. Et oui, et du coup, quand une collègue me dit bah oui, je fais comme toi, mais je donne des rééquilibrages alimentaires en plus, et ben on n'est pas dans de l'alimentation intuitive, on est dans du régime encore. Les deux sont pas compatibles. Donc c'est pour ça que quand une personne va venir me voir en cabinet en me disant bah écoutez, du coup si là j'apprends à écouter mon corps et puis que dans quelques temps je fais un rééquilibrage alimentaire, du coup ça sera pas plus pratique pour pouvoir arriver à ma perte de poids. Ben non, parce que si vous travaillez sur votre comportement alimentaire, vous allez très bien vous rendre compte par la suite, de toute façon, que mettre un rééquilibrage alimentaire en place, bah ça va totalement à l'encontre de ce qu'on a vu depuis le départ. Je pense que, je sais pas si elle se définit comme une influenceuse, mais c'est une influenceuse. Ce mot-là, il veut pas rien dire, il vient quand même de quelque chose, et c'est la réalité simplement. Quand on est suivi par plein de personnes, on influence forcément les gens par les choix qu'on fait, par ce qu'on dit, par nos actions. Et manger aussi peu et à mettre en place des règles qui sont quand même assez strictes, pour moi c'est assez dangereux. Et du coup on peut sortir de cette vidéo en se disant mais en fait ça a l'air super facile, c'est vrai, j'ai juste à manger du fromage, du saumon, des légumes bien cuisinés, du gras et basta. C'est sûr que je vais arriver à le faire parce que j'aime tout ça. Il faut pas oublier que malgré tout ça, et même si voilà, elle dit qu'elle ne se restreint pas, tous les féculents sont mis de côté. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous a tenté, c'est important de mettre pause et de réaliser à quel point ça impacte quand même toute votre vie. C'est quelque chose dont votre corps a besoin pour fonctionner. Et justement, à la fin, elle parle par exemple de métabolisme. Elle dit que chacun a son métabolisme. Là, honnêtement, pour moi, son métabolisme, elle est en train de le ralentir plus qu'autre chose. Et en fait, ce qu'on voit en général, c'est que les gens perdent du poids sur 6 mois, 1 an. Et une fois que l'objectif de perte de poids est atteint, on commence à reprendre des kilos assez rapidement parce que justement notre métabolisme est très ralenti et du coup le moindre truc qu'on rajoute nous fait grossir. Là, je vais rebondir du coup sur ce que dit Eliane parce que je suis pas d'accord avec juste l'histoire du métabolisme, comme quoi il va ralentir après par la suite, dans le sens où si quand on remange normalement, le poids remonte,
C'est d'une parce que on a peut-être du coup un comportement alimentaire qui a été totalement flingué parce qu'on ne sait plus du tout écouter notre corps, parce qu'au final, en faisant des régimes, en faisant des rééquilibrages, on va à l'encontre de ce que notre corps nous dit. Donc vu qu'on va à l'encontre de ce que notre corps nous dit, à un moment donné, notre cerveau, il commence à être un petit peu détraqué et il sait plus trop dans quel sens est-ce qu'il faut aller. Du coup, vu qu'on n'a plus de règles à respecter, qu'on sait plus réellement comment est-ce qu'on doit du coup réagir en fonction de nos besoins, en fonction de notre corps, en fonction de notre alimentation, tout ça, du coup, le poids il finit par remonter parce qu'on va manger plus que nécessaire. Et l'autre possibilité aussi, c'est que notre poids d'équilibre il était peut-être plus haut que ce qu'on a atteint après avoir fait ce régime ou ce rééquilibrage alimentaire. Et si notre poids du coup d'équilibre est plus haut, quoi qu'il arrive, on aura beau faire ce que l'on veut, au bout d'un moment, le poids va remonter pour réatteindre ce poids d'équilibre-là. Donc la seule chose à faire de toute façon, c'est d'apprendre à normaliser son comportement alimentaire, d'apprendre à écouter son corps et de voir à la longue où est situé le poids d'équilibre, si c'est le poids actuel, si le poids est finalement en dessous. Mais bien entendu, si vous faites un régime et qu'après vous travaillez sur votre comportement alimentaire, dites-vous qu'il y a des chances pour que votre poids d'équilibre, donc le poids que votre corps est censé faire de manière naturelle sans y mettre du contrôle dessus sur votre alimentation, il y a peut-être des chances que le poids d'équilibre du coup soit plus haut que ce que vous souhaitiez. Le poids d'équilibre, on ne le choisit pas, c'est comme la couleur de vos yeux. Sinon, bilan de cette vidéo, bon clairement sur la vidéo de Léa, je suis totalement contre tout ce qu'elle dit. Et concernant la vidéo du coup que Eliane a fait, parce que c'était un petit peu le sujet de cette vidéo React que je viens de vous faire, je suis contente pour une fois du coup d'avoir fait une vidéo React et de pouvoir dire que je suis à 99% du temps du coup d'accord avec elle. Ça m'a permis du coup de vous donner aussi des petits compléments d'infos et je trouve ça moi plutôt cool. Bien entendu, j'ai pas réussi à vous faire une vidéo aussi courte que ce que j'aurais voulu. Après pour cette histoire de métabolisme ralenti, voilà, c'est un peu controversé avec les différents thérapeutes qui travaillent sur le comportement alimentaire. Je pense que si c'est autant controversé, c'est qu'il y a encore du coup peut-être des recherches à faire à ce sujet-là. Je pense que j'ai peut-être tort, peut-être que Liane a tort, peut-être qu'il y en a une des deux qui a raison. Peu importe, je dis juste que moi, là, par rapport à mes connaissances, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je pense que s'il y a autant de discours voilà, à l'opposé, oula j'ai craché, que ce soit pour le métabolisme de base ralenti ou pour le poids d'équilibre, je pense qu'il y a encore matière à explorer au niveau des recherches scientifiques sur le sujet. Peut-être que voilà, dans quelques années, on pourra toutes les deux se mettre d'accord sur un truc en particulier. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que c'était un peu chiant pour vous, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, et je suis même en train de me dire, parce que vu que là c'est la première fois que je tombe sur du coup une personne qui rentre dans ma vision des choses et avec lesquelles je suis totalement en accord quand je fais une vidéo React, je me demandais si ça vous intéressait que je fasse un jour une vidéo React aux côtés d'Eliane, qu'on fasse une vidéo sur la chaîne toutes les deux pour pouvoir faire peut-être une vidéo React ensemble. Si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire et du coup j'irai demander à Eliane si ça l'intéresse parce que je crois qu'on est dans la même région donc ça devrait pouvoir se faire si vous ça vous tente et puis si elle est d'accord. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est le moment. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment aussi. Je m'appelle Cindy Gagnol. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour éventuellement voir ce que je fais. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche quand vous vous abonnez. Comme ça vous permet d'avoir des nouvelles notifications sur les prochaines vidéos. En sachant que là, depuis le 1er janvier, je fais une vidéo par jour. Et ce, jusqu'au 31 décembre de cette année, si tout va bien et que je n'abandonne pas en route, mais je ne pense pas abandonner. Grâce à vous, ma communauté, je vais tenir le coup. Et puis pour ceux qui ne sauraient toujours pas, je fais des consultations à distance, en cabinet. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.